Il existe une question que les historiens préfèrent éviter, une question simple, presque inconfortable. Et cette question est la suivante. Et si l'histoire qu'on nous a enseignée n'était pas fausse, mais incomplète à un point tel que cela change tout? Pas fausse au sens d'un mensonge délibéré, mais incomplète au sens d'une image si découpée, si simplifiée, si pratique pour certains discours dominants, qu'elle finit par devenir une distorsion de la réalité. En 2025, quelque chose est arrivé dans le monde de l'archéologie et de la paléogénétique. Quelque chose de discret, presque silencieux, que les grands médias n'ont pas couvert comme ils l'auraient dû. Une série d'études scientifiques importantes, publiées dans les revues les plus respectées de la planète, a démonté méthodiquement des récits que nous portions comme des vérités depuis des décennies, certains d'entre eux depuis des siècles. Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas de l'archéologie alternative, ce sont des données, des génomes anciens, des datations au radiocarbone réanalysées avec des méthodes bayésiennes, des drones survolant des sites qui n'ont jamais été réellement regardés avec soin, des laboratoires en Autriche, au Mexique, aux États-Unis, en Turquie, en Angleterre, qui sont parvenus indépendamment les uns des autres à la même conclusion perturbante. L'humanité ancienne était différente de ce que nous croyions, plus connectée, plus ingénieuse, plus complexe, et l'histoire officielle, celle des manuels scolaires et des documentaires télévisés, a simplifié cette complexité jusqu'à la transformer en caricature. Aujourd'hui, nous allons parcourir 10 de ces découvertes, mais nous n'allons pas les traiter comme une simple liste de faits corrigés. Nous allons les traiter comme ce qu'elles sont réellement, les pièces d'un puzzle beaucoup plus grand. Un puzzle qui, une fois assemblé, nous force à reconsidérer ce que nous savons sur nos ancêtres, sur leurs capacités, sur leurs connexions, et peut-être sur nous-mêmes. Commençons par quelque chose qui, à première vue, semble insignifiant. Un os, un crâne, pour être exact, mais un crâne qui a alimenté une controverse internationale pendant plus de 16 ans. En 2009, la BBC a diffusé un documentaire intitulé « Cléopâtre, portrait d'une tueuse ». Le titre était accrocheur, le contenu audacieux. L'équipe de production affirmait avoir identifié les restes mortels d'Arsinoé IV, la sœur cadette de Cléopâtre, dans une tombe octogonale à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Et l'affirmation centrale du documentaire était explosive. L'analyse du crâne suggérait que la famille de Cléopâtre aurait des origines africaines subsahariennes. Cette idée s'est propagée immédiatement. Elle a été reproduite dans des milliers d'articles, de vidéos et de débats sur les origines ethniques de Cléopâtre. Elle est devenue une arme dans des discussions identitaires qui sont allées bien au-delà du monde académique. Et pendant 16 ans, personne ne s'est donné la peine de vérifier réellement les fondements de cette affirmation, jusqu'en 2025. Une équipe de chercheurs de l'Académie autrichienne des sciences a décidé de réexaminer les restes mortels avec des outils modernes. Morphologie squelettique, datation au radiocarbone et surtout séquençage d'ADN ancien. Les résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports et ils ont été dévastateurs pour le documentaire de la BBC. Ce crâne n'appartient pas à Arsinoé, ce crâne n'appartient pas à une femme. Les restes osseux sont ceux d'un seul individu, un garçon entre 11 et 14 ans. Ces marqueurs génétiques ne pointent pas vers l'Afrique, ils pointent vers la péninsule italienne ou vers la Sardaigne. Le communiqué de l'Académie autrichienne a une sobriété presque cruelle. Son titre est simplement « La sœur de Cléopâtre est toujours portée disparue ». Voici ce que cela nous enseigne, non pas sur Cléopâtre, non pas sur ses origines ethniques, qui restent une question ouverte et fascinante, mais sur nous, sur notre besoin de certitude, sur notre tendance à projeter des débats contemporains sur des os vieux de 2000 ans, et sur la fragilité des récits construits sans rigueur méthodologique. Ce crâne a alimenté 16 ans de controverses, et il appartenait à un adolescent anonyme qui n'avait aucun lien avec la reine d'Égypte la plus célèbre de l'histoire. Mais voici ce qui est perturbant. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. C'est un schéma. Déplaçons-nous maintenant. Traversons l'Atlantique, reculons de 2000 ans dans le temps, et positionnons-nous sur les rives d'un fleuve dans l'Angleterre médiévale au 7e siècle de notre ère. L'idée dominante sur l'Angleterre du début du Moyen-Âge est simple. Une île fermée, homogène, essentiellement déconnectée du reste du monde, à l'exception de ses contacts avec le nord de l'Europe.
une population anglo-saxonne relativement uniforme, des contacts commerciaux limités et une diversité humaine pratiquement inexistante au-delà des îles britanniques et de la Scandinavie. Cette image a été utilisée et instrumentalisée par des courants nationalistes pseudo-historiques qui présentent l'Angleterre médiévale comme un exemple de société ethniquement pure. L'argument circule sur Internet, répété avec une confiance qui n'a aucune base scientifique. En 2025, une étude publiée dans la revue Antiquity a définitivement fracturé ce récit. Des chercheurs ont analysé l'ADN ancien de 2 individus enterrés dans des cimetières du début du Moyen Âge, l'un dans le Kent, l'autre dans le Dorset. Les deux datent d'environ 650 de notre ère, au cœur de la période anglo-saxonne, et les 2 individus portent une proportion significative d'ascendance génétique originaire d'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des anomalies statistiques, ce sont des squelettes, des êtres humains réels qui ont vécu, travaillé et ont été enterrés en Angleterre au 7e siècle. Ils ne sont peut-être pas représentatifs de la majorité de la population, mais ils existent. Et leur existence prouve que l'image d'une Angleterre médiévale hermétiquement fermée est une fiction. Les auteurs de l'étude sont prudents, comme il se doit. Ils n'affirment pas que l'Angleterre du 7e siècle était un creuset cosmopolite. Mais ils affirment quelque chose d'important. La mobilité humaine de longue distance, même durant le Haut Moyen Âge, était réelle. Et l'Europe médiévale était connectée à d'autres régions du monde, d'une manière que nous commençons à peine à mesurer. Ce résultat ne surgit pas de nulle part. Il fait partie d'une tendance profonde que la paléogénétique dessine depuis plusieurs années. Mais 2025 l'a confirmé avec une force particulière. Et si l'Angleterre médiévale était plus connectée qu'on ne le pensait, que dire des premières populations des Amériques? Ici, nous entrons dans l'un des débats les plus politiquement chargés de l'archéologie mondiale. Et en 2025, il a reçu une réponse scientifique définitive. L'hypothèse solutréenne. Un nom qui ressurgit régulièrement dans les cercles pseudo-historiques, surtout dans ceux de langue anglaise. L'idée est séduisante dans sa dramaturgie. Des chasseurs européens de l'ère glaciaire, il y a environ 20 000 ans, auraient traversé l'Atlantique en suivant le bord de la glace, apportant avec eux une technologie de taille de pierre qui serait devenue la base de la culture Clovis, la première grande culture préhistorique des Amériques. Pour les adeptes de cette théorie, le peuplement des Amériques ne viendrait pas seulement de l'Asie par le détroit de Bering, mais aussi de l'Europe. Cette idée a été utilisée, consciemment ou non, pour minimiser l'origine asiatique des peuples originaires des Amériques. En 2025, 2 études génétiques de grande échelle ont porté le coup de grâce à cette hypothèse. La première, publiée dans la revue Science, a analysé les génomes de plus de 1500 personnes dans toute l'Eurasie septentrionale et dans les Amériques. Le résultat est sans équivoque. Les populations fondatrices des Amériques descendent de groupes originaires du nord et de l'est de l'Asie. Les dates de divergence correspondent parfaitement à la fenêtre de migration par la Béringie, et il n'existe pas la moindre trace statistique d'une ascendance européenne de l'ère glaciaire dans les génomes amérindiens anciens. Aucun signe, aucun murmure. Si une migration solutréenne avait eu lieu, nous verrions sa signature dans l'ADN. Elle est absente. La deuxième étude, publiée dans Nature, analyse l'ADN d'individus anciens dans la région centrale de l'Argentine. Les chercheurs découvrent une lignée génétique profondément enracinée, qui est restée remarquablement isolée pendant environ 8000 ans. Une capsule temporelle génétique, et même là dans l'une des populations les moins métissées jamais analysées, l'ascendance remonte invariablement au même groupe fondateur d'origine asiatique. L'hypothèse solutréenne est génétiquement insoutenable. Les données de 2025 le prouvent sans ambiguïté. Mais voici la question que ces 3 premières découvertes nous posent ensemble. Si l'Angleterre médiévale était plus diverse qu'on ne le pensait, si les Amériques ont été peuplées depuis l'Asie et non depuis l'Europe, si le récit sur Cléopâtre a été construit sur un crâne mal identifié, qu'est-ce que cela nous dit sur la façon dont nous écrivons l'histoire? Cela nous dit quelque chose d'inconfortable. Nous construisons souvent nos récits historiques pour confirmer ce que nous voulions croire. Et la science, quand elle a le temps et les outils, finit toujours par corriger le cap. Passons maintenant à quelque chose de différent. Laissons les os et l'ADN pour un moment. Et parlons de pierre, de millions de tonnes de pierre.
Il existe une question qui revient avec une régularité presque hypnotique dans les documentaires dédiés à l'Égypte ancienne. Comment les Égyptiens ont-ils réussi à déplacer des centaines de milliers de blocs de calcaire pesant chacun plusieurs tonnes, sans roues, sans grues, sans machines modernes, dans un désert, en respectant un calendrier de moins de 30 ans pour la Grande Pyramide? Cette question alimente depuis des décennies un argument pseudo-archéologique bien rodé. S'il était impossible avec les technologies de l'époque, alors quelqu'un d'autre a dû le faire. Une civilisation perdue, une technologie oubliée, ou, dans les versions les plus extrêmes de cette théorie, une intervention non humaine. Mais en 2025, une démonstration filmée a clos ce débat avec une efficacité remarquable. Une équipe dirigée par le maçon Frank Burgos a chargé un bloc de calcaire sur un traîneau en bois. Elle l'a fait glisser sur le sable. Et en effet, la résistance était considérable. Jusqu'au moment où l'équipe a appliqué la technique que les Égyptiens eux-mêmes ont représentée sur les murs de leur tombe, il y a des millénaires, mouillé le sable devant le traîneau. Le frottement s'est effondré. Le bloc a avancé de façon régulière et relativement fluide, avec une équipe coordonnée, sans roues, sans moteur, sans technologie avancée. Ce qui est fascinant dans cette démonstration, ce n'est pas seulement que cela a fonctionné, c'est que la réponse était sous nos yeux depuis des millénaires. Les Égyptiens l'avaient représenté sur leur propre monument. Nous n'avons simplement pas voulu regarder. Cette expérience s'applique aux blocs de calcaire qui constituent la grande majorité des pyramides de Gizeh. Elle n'explique pas tout, bien sûr. Les blocs de granit de l'intérieur, plus lourds et transportés de beaucoup plus loin, restent un défi logistique impressionnant. Mais ils représentent une fraction infime du volume total de la Grande Pyramide. Ce que la démonstration de 2025 nous prouve, c'est que les Égyptiens n'avaient pas besoin de technologies mystérieuses. Ils avaient un besoin d'organisation, de discipline, de traîneaux, de cordes, d'eau et d'une connaissance profonde des matériaux avec lesquels ils travaillaient. Ce sont des ingénieurs humains extraordinaires, pas des bénéficiaires d'une aide extraterrestre. Et si les Égyptiens construisaient à grande échelle avec des technologies humaines simples, que dire d'un site encore plus mystérieux, situé non pas en Afrique du Nord, mais en Louisiane, aux États-Unis? Poverty Point. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, il s'agit de l'un des complexes de terrassement les plus impressionnants d'Amérique du Nord. Situé au nord-est de la Louisiane, le site consiste en d'immenses crêtes concentriques et des monticules massifs, construits il y a environ 3500 ans. La monumentalité du lieu a conduit les archéologues pendant longtemps à une conclusion qui semblait logique. Seule une société hiérarchisée, avec une élite dirigeante, une résidence permanente et une organisation centralisée du travail, pouvait réaliser une œuvre de cette ampleur. Cette interprétation a persisté pendant des décennies, et elle a même alimenté l'idée que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient fondamentalement incapables de construire à grande échelle, que la monumentalité architecturale était un signe exclusif d'une société sédentaire et stratifiée. En 2025, une étude publiée dans la revue Southeastern Archaeology a renversé cette hypothèse. L'équipe de l'Université de Washington a démontré que Poverty Point n'était probablement pas la capitale d'une société hiérarchisée. C'était un lieu de rassemblement épisodique. Des chasseurs-cueilleurs hautement mobiles et fortement connectés se retrouvaient ici à intervalles réguliers pour des échanges commerciaux, des cérémonies, des rituels, pour renforcer des liens sociaux de longue distance. Et ensuite, ils retournaient vers leur propre territoire. Les monticules et les crêtes n'ont pas été construits sous la supervision d'une élite permanente. Ils ont été érigés durant ces rencontres collectives, épisodiquement, par des communautés qui s'organisaient de façon horizontale et non verticale. Ce résultat est intellectuellement vertigineux. Cela signifie que des sociétés sans roi, sans chef permanent, sans état embryonnaire, étaient pleinement capables de produire des paysages monumentaux. La monumentalité n'est pas synonyme de hiérarchie. C'est simplement le signe d'une organisation sociale suffisamment cohésive pour mobiliser une énergie collective. Et ce n'est pas tout. Car à des milliers de kilomètres de là, dans une vallée du Pérou, un autre site avait alimenté pendant des années un récit similaire sur l'inexplicabilité de certaines constructions anciennes. La bande de trous, un lieu qui incarne parfaitement le phénomène que nous analysons. Sur une crête qui domine la vallée de Pisco au Pérou,
s'étend une ligne de plus de 5000 petits trous creusés dans la roche sur plusieurs kilomètres. Aucun autre site ne ressemble à celui-ci dans le monde. Et pendant des années, cela a suffi pour en faire un aimant pour les théories les plus extravagantes. Pistes d'atterrissage pour vaisseaux extraterrestres, vestiges d'une civilisation technologiquement avancée dont les autres traces auraient complètement disparu. Œuvre d'un peuple mystérieux que l'histoire officielle tenterait de cacher. Ces interprétations ont circulé pendant des décennies, reproduites par des chaînes YouTube et des livres à grand tirage. En 2025, une équipe de chercheurs a publié une analyse complète du site, combinant cartographie par drone, analyse de sédiments et études microbotaniques. Et le résultat est remarquable, non pas parce qu'il est mystérieux, mais parce qu'il est précis. La bande de trous n'est pas le vestige d'une civilisation perdue. C'est un système indigène de comptabilité et de stockage, lié aux réseaux commerciaux locaux, bien avant l'Empire Inca. Les images de drones révèlent un espacement et une organisation cohérents avec les pratiques connues de stockage et de comptage dans les Andes centrales. Les analyses de sédiments montrent que les fosses ont été utilisées de façon répétée pour séparer et déposer temporairement des marchandises. Et les traces microbotaniques indiquent la présence de plantes associées à des échanges régionaux. Ce n'est pas le résidu d'un mystère, c'est le vestige d'une économie, un système logistique ancien, fonctionnel, construit par des communautés qui avaient une organisation commerciale sophistiquée bien avant que les Incas n'unifient la région. Et une fois de plus, la leçon est la même. Le mystère disparaît quand on regarde vraiment. Ce qui reste est quelque chose d'encore plus intéressant. Des peuples anciens qui résolvaient des problèmes complexes avec des solutions ingénieuses, sans aucune nécessité d'intervention divine ou extraterrestre. Mais il existe des cas où l'effacement du mystère révèle quelque chose d'encore plus perturbant. Non pas parce que les anciens étaient moins capables que ce que l'on croyait, mais parce que des civilisations entières ont disparu d'une façon beaucoup plus complexe et plus lente que les récits dramatiques que nous avons construits autour d'elles. Voyons le cas des Mayas. L'effondrement maya. 3 mots qui évoquent immédiatement une image. Des cités abandonnées du jour au lendemain. Une civilisation disparue en un instant. Une catastrophe aussi soudaine qu'inexplicable. Cette image, présente dans des dizaines de documentaires et de livres populaires, présente ce phénomène comme un événement unique, brutal et synchronisé, survenu vers l'an 900 de notre ère. En 2025, parmi 3 études importantes, ont définitivement fracturé ce récit. La première, publiée dans la revue Radiocarbon, utilise des modélisations bayésiennes de datation d'établissements dans le centre-est du Belize. Elle démontre que les différentes communautés mayas ont vécu des changements selon des chronologies très différentes. Certains centres étaient en processus de réorganisation ou de déplacement, alors que d'autres étaient encore en pleine croissance. Il n'existe pas une seule histoire qui s'applique à tout le monde maya. La deuxième étude souligne comment de grandes sécheresses ont coïncidé avec des périodes d'instabilité politique, mais que ces sécheresses ont varié de région en région. Certaines zones ont été plus touchées, certaines plus tôt, d'autres plus tard. Le schéma est échelonné, pas synchronisé. La troisième, publiée dans Current Biology, analyse l'ADN ancien d'individus mayas tout au long de la période classique, entre 600 et 900 de notre ère. Les chercheurs découvrent que les populations ne disparaissent pas brusquement. Il y a des déclins, parfois dramatiques, mais aussi des signes clairs de continuité. Les lignées persistent, les gens s'adaptent. L'ensemble des données génétiques, archéologiques et climatiques racontent la même histoire. Le soi-disant effondrement maya n'est pas un moment de catastrophe isolé. C'est un processus qui s'étend sur plusieurs siècles. Fragmentation politique, défis environnementaux, migration et transformation culturelle. Certaines villes se sont effondrées, d'autres ont perduré. Certaines traditions ont décliné, d'autres ont évolué vers le monde post-classique. Les Mayas ne disparaissent pas, ils se transforment. Et si les récits catastrophistes sur les Mayas sont inexacts, que dire d'un autre effondrement célèbre, celui de la cité sacrée d'Akhetaton, la capitale du pharaon Akhenaton, connu aujourd'hui sous le nom d'Amarna. Akhenaton est l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire de l'Égypte ancienne. Ce pharaon du XIVe siècle avant notre ère a imposé une révolution religieuse radicale, remplaçant le panthéon traditionnel par le culte exclusif d'Aton, le disque solaire.
Il a construit une ville entière, Akhenaton, dans le désert, loin des centres traditionnels de pouvoir. Et après sa mort, tout s'est effondré. Son successeur, probablement Toutankhamon, a abandonné la ville et a restauré l'ancien ordre religieux. Pourquoi Akhenaton a-t-elle été abandonnée si rapidement? La réponse donnée pendant longtemps dans les documentaires et les livres populaires était simple. Une peste dévastatrice avait décimé la population, forçant l'abandon de la ville. En 2025, une nouvelle étude bioarchéologique a réexaminé les restes humains des cimetières d'Amarna. Et les résultats ne confirment pas le scénario de la peste. Aucun signe d'une épidémie catastrophique n'est présent dans les données. Aucune mortalité de masse. Les profils d'âge au décès sont normaux pour une communauté sous stress, mais pas pour une communauté frappée soudainement. Les enterrements sont ordonnés. Les signes de traumatisme et de maladie sont ceux d'une vie difficile, mais ordinaire. Le profil démographique ne montre pas le pic attendu d'une ancienne épidémie. Ce qui a réellement causé la fin d'Akhenaton est probablement beaucoup plus complexe. Une combinaison de bouleversements politiques, de déstabilisation économique et de réactions idéologiques violentes contre la révolution religieuse d'Akhenaton. La ville n'a pas été tuée par une maladie, elle a été effacée par ses propres successeurs. La peste était une histoire que nous avions construite pour simplifier une réalité politique et sociale profondément complexe. L'étude de 2025 nous redonne cette complexité. Et maintenant, nous arrivons peut-être au cas le plus récent et le plus instructif de tous. Non pas un mystère archéologique, mais un mystère médiatique. Un cas qui révèle comment les récits se construisent à l'ère d'Internet et comment même les lieux les plus sacrés de l'archéologie peuvent devenir le terrain de discours déformants. Göbekli Tepe. Le nom vous est certainement familier. Ce site préhistorique dans le sud-est de la Turquie est souvent décrit comme le temple le plus ancien du monde, avec des structures datant d'environ 12 000 ans. Il a fondamentalement changé notre compréhension de la préhistoire humaine en suggérant que des constructions rituelles complexes ont précédé l'agriculture et la sédentarisation. En 2024 et jusqu'en 2025, le site est devenu le centre d'une controverse en ligne spectaculaire. Un créateur de contenu populaire sur YouTube a affirmé que des centaines d'oliviers avaient été plantés intentionnellement sur le site pour cacher ce que les archéologues ne voulaient pas que le public voie. Il a lié cette prétendue dissimulation au Forum économique mondial. Et il s'est attribué le mérite d'avoir forcé les autorités turques à retirer les arbres grâce à la pression de ces vidéos virales. Ce récit s'est propagé à une vitesse impressionnante. Il jouait parfaitement sur la méfiance à l'égard des institutions académiques, la fascination pour les secrets dissimulés et l'idée que des individus isolés peuvent défier le pouvoir établi. Mais quand on examine les faits réels, l'histoire est radicalement différente. Le directeur des fouilles, Necmi Karul, a accordé des entretiens dès l'été 2024, expliquant clairement que le travail archéologique n'avait jamais été interrompu, que rien n'était caché, et que les oliviers avaient été plantés par les anciens propriétaires du terrain vers 2004 et 2005, avant que le gouvernement n'acquiert la zone. Il a précisé également que le retrait des arbres était déjà discuté depuis plusieurs années et faisait partie du plan de conservation à long terme du site. Le plan de gestion du site est disponible publiquement sur le site de l'UNESCO. Dans l'une de ses annexes, une décision datée du 23 février 2016 stipule explicitement que les arbres récemment plantés dans la zone archéologique devront être retirés et replantés dans un autre lieu. Une note de 2017 identifie la suppression des oliviers comme l'une des priorités à long terme pour le site. Au début de 2025, les autorités turques de conservation ont annoncé et exécuté le déplacement des oliviers, exactement comme le plan de gestion le prévoyait. Et en octobre 2025, le directeur du site a publié les résultats de levées géophysiques réalisées dans les zones auparavant couvertes par les arbres. Géomagnétisme, radar à pénétration de sol, LIDAR. Les structures trouvées sous la surface sont intactes. Non seulement les enceintes circulaires avec leurs piliers en forme de T en calcaire, mais aussi des bâtiments rectangulaires interprétés comme des habitations. Aucun rapport de dommages significatif. Ce que ce cas nous révèle est quelque chose de fondamental sur notre époque. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière et où les algorithmes favorisent les contenus émotionnellement chargés,
La frontière entre la découverte légitime et la manipulation narrative devient de plus en plus trouble. Göbekli Tepe n'avait rien à cacher. Les archéologues qui y travaillent n'étaient pas des agents d'une conspiration internationale, et les arbres ont été retirés exactement quand et parce que le plan de conservation le prévoyait. Parfois, la vérité est prosaïque, et c'est précisément cette prosaïcité qui la rend difficile à accepter dans un monde accro au spectaculaire. Nous arrivons maintenant à la fin de cette traversée. 10 histoires, 10 récits que 2025 a questionnés, parfois délicatement, parfois brutalement. Qu'est-ce que tout cela signifie? Il ne s'agit pas simplement de corrections factuelles. Il s'agit d'une révolution épistémologique lente, profonde et profondément perturbante pour ceux qui ont construit leur identité sur des certitudes historiques fixes. L'Angleterre médiévale n'était pas ethniquement homogène. Les Amériques n'ont pas été peuplées à partir de l'Europe. Le crâne présenté comme celui d'une reine d'Égypte appartenait à un garçon anonyme. Le massacre romain du château de Maiden est une fiction narrative des années 1930. La peste d'Akhénaton n'a laissé aucune trace dans les os de ses habitants. L'effondrement maya n'a pas été un effondrement, ce fut une transformation au long de siècles. Les constructeurs de Poverty Point n'avaient pas besoin de roi. La bande de trous n'est pas un mystère, c'est un système comptable. Les Égyptiens n'avaient besoin ni d'extraterrestres, ni de technologie perdue pour construire les pyramides. Et Göbekli Tepe n'avait aucun secret à protéger. Dans chacun de ces cas, le schéma est identique. Un récit simplifié, parfois spectaculaire, parfois construit pour servir un agenda politique ou commercial, persiste pendant des années, des décennies, parfois des siècles. Et alors la science, armée d'outils plus précis et d'une méthodologie plus rigoureuse, vient démanteler ce récit pièce par pièce. Ce que cela révèle sur nos ancêtres est fascinant. Ils étaient plus connectés que nous ne le croyions, plus ingénieux, moins dépendants des structures hiérarchiques que nous leur attribuons, plus mobiles, plus adaptables. Et ce que cela révèle sur nous est peut-être encore plus intéressant. Nous avons besoin de récits simples pour donner du sens à un passé complexe. Et quand la réalité résiste à nos récits, nous simplifions la réalité au lieu de complexifier nos récits. La grande leçon de 2025 est peut-être celle-ci. Non pas que nous ayons tort sur tel ou tel détail, mais que nous avons une tendance structurelle à sous-estimer nos ancêtres, à les emprisonner dans des boîtes qui nous réconfortent et à résister à toute information qui complexifie l'image que nous avons construite. L'archéologie moderne ne démonte pas l'histoire. Elle la complète. Elle lui redonne sa densité, sa nuance, son humanité. Elle remplace des silhouettes par des visages, des mythes par des réalités. Et c'est infiniment plus beau. L'histoire n'est pas une collection de faits gravés dans le marbre. C'est une conversation permanente entre le passé et le présent. Une conversation dans laquelle les nouvelles technologies donnent régulièrement la parole à des voix qui ont été réduites au silence pendant longtemps. Chaque os réanalysé, chaque génome séquencé, chaque site survolé par un drone, chaque datation au radiocarbone recalculée avec des méthodes bayésiennes ajoute une ligne à cette conversation. Et si 2025 nous a enseigné quelque chose, c'est que la conversation est loin d'être terminée, que les certitudes d'aujourd'hui seront les questions de demain, et que la curiosité intellectuelle, celle qui refuse les réponses faciles et qui embrasse la complexité, est peut-être la seule posture intellectuelle véritablement honnête face au passé de l'humanité. Nous ne savons pas tout, nous n'avons pas toujours raison. Et c'est précisément pour cela que continuer à chercher, à douter, à questionner, reste l'acte le plus profondément humain qui existe.